Le 5 avril 1943. Pacifique Sud. Il est 2h15 du matin. Une obscurité totale. Une obscurité qui avale la lumière. Au milieu de l'océan, deux chasseurs d'acier foncent l'un vers l'autre à une vitesse combinée de 40 nœuds. L'un est le destroyer le plus décoré de la flotte américaine, un navire construit pour tuer, l'USS Oano. L'autre est le Ro-34, un sous-marin japonais qui a fait surface et fend les vagues comme une lame. En quelques secondes, une erreur est commise. Un ordre est crié. Et soudain, ces deux machines de guerre ne sont plus séparées par des kilomètres, pas même par un mètre. Elles sont bord à bord, trop proches pour les torpilles, trop proches pour les énormes canons de pont. Les marins américains regardent vers le bas et se figent. Les marins japonais lèvent les yeux et courent vers leurs mitrailleuses. C'est une impasse qui devrait se terminer en massacre. Les Américains n'ont pas le temps de recharger. Ils n'ont pas de grenades. Ils n'ont même pas leurs pistolets à portée de main. La mort est littéralement devant eux. Mais ils ont autre chose. Quelque chose qui se trouve dans une caisse sur le pont. Quelque chose que l'histoire militaire classera plus tard comme munitions improvisées. Mais vous et moi le connaissons sous un autre nom. Ils avaient des pommes de terre. Voici l'histoire vraie du combat le plus étrange de toute la Seconde Guerre mondiale. La nuit où un navire de guerre d'1 milliard de dollars fut vaincu par un légume. Pour comprendre pourquoi un groupe d'élite de marins américains s'est mis à jeter de la nourriture sur un sous-marin, il faut comprendre où ils se trouvaient. Ils étaient en enfer. Officiellement, on appelait cela la campagne des îles Salomon. Mais les hommes qui y combattaient utilisaient un autre nom pour désigner les eaux entre Guadalcanal et l'île Savo. Ils l'appelaient Roboton Sound. Pourquoi? Parce que le fond de l'océan était tapissé des coques rouillées d'une 50aine de navires alliés japonais. En 1943, la guerre du Pacifique s'était transformée en un affrontement brutal, épuisant, un duel au couteau dans le noir. La marine japonaise dominait la nuit. Ils avaient le Tokyo Express, des destroyers et des sous-marins rapides qui descendaient la passe, débarquaient des troupes, bombardaient les positions américaines, puis disparaissaient avant l'aube. Les Japonais avaient de meilleures optiques nocturnes. Ils avaient le torpille long-lance, une arme si terrifiante qu'elle pouvait couper un navire en deux avant même que vous ne réalisiez la présence de l'ennemi. Les marins américains qui opéraient dans cette zone vivaient dans un état de terreur permanente. On ne dormait pas. On somnolait d'un œil, en écoutant le sonar, en attendant la traînée d'une torpille annonçant la fin. Chaque ombre sur l'eau était un monstre. Chaque éclaboussure, une charge de profondeur. Et au milieu de ce cimetière, patrouillant dans les eaux les plus meurtrières de la planète, se trouvait un destroyer de classe Fletcher, coque numéro 450, l'USS Oano. Elle n'était pas seulement un navire. Elle était une légende en devenir. L'équipage l'appelait Lukio, non pas parce qu'elle évitait le combat, mais parce qu'elle le cherchait, et survivait toujours miraculeusement. Mais la chance finit toujours par s'épuiser. Et lors d'une nuit sans lune d'avril, la Lukio s'apprêtait à rencontrer quelque chose qu'aucune chance ne pouvait réparer. Regardons les hommes à l'intérieur de la bête d'acier. À la tête du Oano se trouvait le commandant Donald MacDonald, un nom qui ressemble à une comptine, mais une réputation affûtée comme une lame. Il était incisif, agressif, et il entraînait son équipage jusqu'à ce qu'ils puissent tirer leur canon de 5 pouces en dormant. L'équipage du Oano était aguerri. Ils avaient survécu à la bataille navale de Guadalcanal. Ils avaient vu leurs navires jumeaux exploser. Ils avaient vu l'eau prendre feu. Ils savaient que, dans un duel entre destroyers, le vainqueur n'est pas celui qui possède le plus gros canon. C'est celui qui tire le premier. La vitesse, c'est la vie. L'hésitation, c'est la mort. Leur navire, le destroyer de classe Fletcher, était le sommet de l'ingénierie des années 1940. Vitesse maximale, 35 nœuds. 5 canons de 5 pouces capables de projeter un obus de 25 kg à plus de 16 km. 10 tubes lance-torpilles. Des rails de chars de profondeur capables de briser la coque d'un sous-marin comme une coquille d'œuf. Mais le Fletcher avait un point faible. Ses canons étaient conçus pour tirer à des kilomètres, pour viser des avions dans le ciel. Massifs, lourds. Ils n'étaient absolument pas conçus pour tirer sur un objectif situé à 1,5 mètre de la coque. Gardez cela en tête, car ce défaut va devenir l'élément le plus important de cette histoire. En avril 1943, le Oano était en mer depuis des mois. Les hommes étaient épuisés, leurs uniformes imprégnés d'huile et de sueur. Ils mangeaient debout, dormaient par tranches de 4 heures. La pression psychologique était immense. Dans la cafétéria, ils n'avaient presque rien. Les aliments frais étaient un luxe. Souvent, c'était eux en poudre et spam, mais parfois
Un navire de ravitaillement leur transférait des légumes frais, des caisses d'oignons, de carottes et surtout, des caisses de robustes pommes de terre brunes de l'Idaho. Elles étaient stockées dans des casiers sur le pont, des paniers métalliques soudés sur les flancs du navire pour les garder aérés dans la chaleur tropicale. Ces pommes de terre, c'était le dîner. Personne, même dans leur cauchemar fiévreux, ne regardait ces paniers en se disant « Voilà un système d'armes ». Jusqu'à la nuit du 5 avril. Le Oanon patrouille dans l'obscurité, au sud-ouest des îles Salomon. Il n'est pas seul. Il opère avec d'autres destroyers, à la recherche du Tokyo Express. La mer est calme. La lune est absente. On ne voit presque rien. Sur la passerelle, le commandant MacDonald observe l'écran radar. La lumière verte éclaire son visage. L'équipage parle à voix basse. L'opérateur radar annonce. Contact au 210. Distance en diminution rapide. Un écho. Pas un bateau de pêche. Pas une vague. Un objet métallique massif, avançant à la surface. MacDonald plisse les yeux. Les sous-marins américains opéraient dans la région, mais dans des zones assignées. Celui-ci n'était pas censé être là. Défi d'identification, ordonne MacDonald. Le signaleur envoie un message codé dans la nuit, avec une lampe. Ils attendent. Aucune réponse. Nouveau défi. Rien. Le contact grossit sur le radar. Il est énorme et rapide. MacDonald comprend une fraction de seconde. C'est un sous-marin japonais. Un submersible naviguant en surface pour recharger ses batteries, profitant de l'obscurité. C'est la cible rêvée d'un capitaine de destroyer. Un sous-marin en surface est vulnérable. Un cercueil métallique prêt à être fermé. MacDonald attrape le micro-radio. Poste de combat. Ceci n'est pas un exercice. Le Oanon bondit en avant. Les moteurs rugissent. Le navire passe de croisière à plein sprint. 30 nœuds. 35 nœuds. La proue se soulève, font les vagues comme une lame dentelée. La distance fond rapidement. 2000, 1000, 800 yards. On peut maintenant le voir à l'œil nu. Une ombre noire sur l'eau. L'Euro 34. Un énorme bâtiment de près de 75 mètres. MacDonald prend une décision qui définit les commandants agressifs. Il ordonne de mettre la barre directement sur le sous-marin. Il ne va pas tirer. Il va l'éperonner. Il veut trancher le submersible japonais en deux avec les traves en acier de son destroyer. Une tactique brutale, primitive, mais terriblement efficace. À cette vitesse, l'impact détruirait immédiatement le sous-marin. L'équipage se prépare au choc. Les hommes sur le pont s'agrippent aux rambardes. Les canonniers retiennent leurs tirs, attendant l'impact. 500 yards, 300 yards. Le sous-marin japonais ne plonge pas. Ils n'ont pas encore vu l'Oanon. Le destroyer surgit de l'obscurité comme un fantôme. Mais au tout dernier instant, une pensée traverse l'esprit du commandant MacDonald. Une pensée qui aurait pu sauver son navire, mais qui va le condamner à l'un des combats les plus étranges de la guerre. Il se dit, et si c'était un poseur de mines? Les Japonais avaient des sous-marins spécialement conçus pour larguer des mines marines. Si l'Euro 34 transportait des mines sur son pont et que l'Oanon le percutait, l'explosion qui suivrait ne coulerait pas seulement le sous-marin, elle arracherait également la proue du destroyer. C'était un risque que MacDonald ne pouvait pas prendre. Tout à gauche, hurle-t-il. À gauche tout. Le timonier tourne la roue d'un coup sec. L'Oanon gémit sous l'effet de la force. Le navire s'incline fortement sur tribord, traçant un immense arc dans l'eau. La proue s'éloigne du sous-marin à quelques secondes seulement de l'impact. Mais la physique est une maîtresse cruelle. L'élan de l'Oanon la pousse toujours en avant pendant le virage. Le destroyer dérive de côté. Au lieu de percuter le sous-marin, l'Oanon glisse juste à côté. Les deux navires s'immobilisent, parallèles l'un à l'autre. Ils sont si proches que s'il y avait une planche, on pourrait passer du destroyer américain au sous-marin japonais en marchant. Et c'est ici que le cauchemar commence. Les marins japonais sur le pont du sous-marin se réveillent. Ils voient la paroi d'acier gigantesque du navire américain se dresser au-dessus d'eux. Ils sont confus, terrifiés et désespérés. Ils courent vers leur canon de pont, un canon de 3 pouces monté sur le sous-marin. S'ils parviennent à le charger, il peut tirer un obus directement dans la coque de l'Oanon à bout portant, ou pire, dans la passerelle, tuant tout l'état-major. À bord de l'Oanon, la situation est encore pire. Le commandant MacDonald regarde vers le bas depuis la passerelle. Il hurle à ses canonniers de tirer. Baissez les canons. Tirez. Mais les canonniers répondent avec la pire nouvelle possible. Ils ne peuvent pas. Le sous-marin est trop proche. Il est trop bas dans l'eau. Les énormes canons de 5 pouces de l'Oanon sont montés trop haut. Même au plus bas angle,
Il tire au-dessus du sous-marin. C'est une zone morte. Les armes les plus puissantes du navire sont inutiles. Les marins américains sur le pont sont sans armes. Ils sont machinistes, chargeurs, cuisiniers montés pour observer l'action. Pas de fusil, pas de pistolet. Ils regardent les marins japonais atteindre le canon de pont. Ils voient l'ennemi commencer à orienter le canon vers eux. Il faut quelques secondes pour viser. Dans 5 secondes, peut-être 10, un obus explosif les transpercera. La panique les envahit. Une panique animale, viscérale. Un marin cherche quelque chose à lancer, une clé à molette, un casque, n'importe quoi. Son regard tombe sur les caisses grillagées fixées à la cloison, les bacs à câbles, les casiers, les réserves. Sans réfléchir, il plonge sa main dedans et saisit une poignée de pommes de terre crues. Il en lance une vers le sous-marin. Elle heurte la coque métallique avec un bruit sourd. Un autre marin le voit. Il saisit une pomme de terre. Puis un autre, puis un autre. En quelques secondes, l'air est rempli de légumes volants. Pour les marins japonais dans l'obscurité, au milieu du chaos et des embruns, ce ne sont pas des aliments qu'ils voient. Ils voient de petits objets sombres, ronds, volés depuis le navire américain. Ils entendent les chocs métalliques contre le pont. Et dans la logique terrifiante du combat, leur cerveau ne leur dit qu'une seule chose. Des grenades. Les Japonais abandonnent le canon. Ils crient des avertissements. Ils se jettent à couvert. Certains tentent de pousser les grenades hors du pont avant qu'elles n'explosent. D'autres courent vers l'écoutille pour se mettre à l'abri. Pendant quelques précieuses secondes, l'équipage japonais est paralysé par la peur des pommes de terre. Cette confusion donne à MacDonald exactement ce dont il a besoin. Du temps, de la distance. Il ordonne « En avant toutes, gouvernail à droite ». L'Oanon bondit vers l'avant, ses hélices fouettant l'eau, mettant de la distance entre elles et le sous-marin recouvert de pommes de terre. À 100 yards, les Japonais comprennent leur erreur. Les grenades n'explosent pas. Ils reviennent vers le canon. Mais c'est trop tard, l'Oanon est assez éloigné. Les canons de 5 pouces peuvent enfin abaisser leur angle. Feu! La nuit se déchire sous l'éclair du tir. Un obus frappe la tour du Ro 34. Le sous-marin tremble. Touché, mais pas coulé. Le capitaine japonais ordonne une plongée d'urgence. Le sous-marin disparaît sous la surface noire. Mais l'Oanon n'a pas fini. Le Lukio a flairé le sang. MacDonald fait virer le navire. Il aligne la poupe du destroyer au-dessus du remous où le sous-marin a plongé. Larguez les charges. Les charges roulent, tombent dans l'eau, coulent. 1 seconde, 2 secondes. L'océan explose. Des colonnes d'eau blanche s'élèvent. Les ondes de choc secouent la coque. Sous l'eau, le Ro 34 est martelé par la pression, projetant les hommes à travers les compartiments. Mais la coque résistante tient bon. Mais l'ont-ils eu? Le silence retombe. L'équipage observe l'eau recouverte de nattes d'huile. Le souffle coupé, les nerfs à vif. Ont-ils coulé le sous-marin? Ou le Ro 34 est-il encore là, tapis dans l'ombre, prêt à lancer une torpille? C'est là que les livres d'histoire s'arrêtent généralement. Le destroyer coule un sous-marin grâce à des pommes de terre. Mais la réalité de la guerre est rarement aussi simple. Car le Ro 34 n'est pas mort. Pas encore. Et l'USS Oanon venait à peine de commencer un combat qui allait les hanter jusqu'à l'aube. L'océan est un maître des secrets. Il avale le sang. Il avale la lumière. Et à l'aube du 5 avril 1943, l'équipage de l'USS Oanon priait pour qu'il ait aussi avalé le Ro 34. Quelques minutes plus tôt, l'eau bouillonnait sous les explosions. À présent, elle était étrangement calme. La mousse disparaissait. Sur la passerelle, le commandant MacDonald restait immobile, ses yeux fixés sur les eaux sombres à l'arrière. Chaque marin retenait son souffle. Le sonariste appuyait ses écouteurs contre ses oreilles si fort que ses jointures blanchissaient. Ils attendaient le bruit d'un effondrement métallique, le bruit d'un sous-marin écrasé par la pression. Mais ce bruit ne vint jamais. À la place, le sonariste entendit autre chose. Un son qui glaça son sang. Contact mobile. Le Ro 34 n'était pas mort. Blessé, secoué, inondé de vapeur et d'huile. Mais bien vivant. Les moteurs tournaient encore. Et le capitaine japonais ne fuyait pas. Il était furieux. Il avait été humilié, bombardé de légumes, puis frappé par des explosions. Maintenant, il faisait demi-tour avec son navire. Le chasseur était devenu la proie, mais la proie avait encore des dents. À bord de l'Oanon, la prise de conscience frappa l'équipage comme un coup physique. La partie n'était pas terminée. MacDonald aboya des ordres. Gouvernail à droite toute. Toute machine en avant toute.
Le destroyer s'inclina violemment, traçant une cicatrice blanche sur l'océan noir. Il devait retrouver le sous-marin avant que celui-ci ne le retrouve. C'est la partie de la guerre navale que les films ne montrent presque jamais. Ce n'est pas seulement tirer. C'est des mathématiques mises en jeu pour la vie ou la mort dans une salle plongée dans le noir total. Le sonar envoie un ping. Il rebondit sur la coque d'acier de l'ennemi. Il revient. Distance, relèvement, vitesse. Si vous vous trompez dans vos calculs, vous larguez des grenades sous-marines dans le vide. Si vous calculez juste, vous tuez 100 hommes instantanément. Mais si vous prenez trop de temps, le sous-marin tire une torpille. Et à cette distance, une torpille ne se contente pas d'endommager un destroyer, elle le vaporise. L'Oanon fonça vers le point de contact. Le sonar pinguait de plus en plus vite. La tonalité montait. L'Euro 34 essayait de remonter à la surface. Les dégâts du premier assaut devaient être sévères. Peut-être que leur ballast était détruit. Peut-être que l'air à bord était saturé de gaz chloré provenant de batteries fissurées. Quoi qu'il en soit, le capitaine japonais avait décidé qu'il valait mieux mourir à la surface dans un duel d'artillerie que mourir étouffé dans un cercueil d'acier au fond de la mer. La silhouette sombre du sous-marin émergea de l'eau comme une baleine qui perce la surface. La mousse ruisselait le long de ses flancs. Cette fois, il n'y aurait pas de pommes de terre. MacDonald n'hésita pas. Il n'attendit pas que le sous-marin se stabilise. Il n'attendit pas qu'ils manient leurs canons de pont. Ouvrez le feu. Les 5 énormes canons de 5 pouces de l'Oanon rugirent à l'unisson. Le son était apocalyptique. Les éclairs des tirs illuminèrent le ciel nocturne sur des kilomètres, transformant l'obscurité en stroboscope orange et rouge. La première salve encadra le sous-marin. De gigantesques colonnes d'eau s'élevèrent de chaque côté du navire japonais. Les ondes de choc suffisaient à assommer n'importe quel marin exposé. La deuxième salve atteignit sa cible. Un obus explosif frappa la tour du Ro 34. Le métal se déchira comme du papier. L'explosion transforma le poste de commandement du sous-marin en fournaise. Mais le sous-marin japonais continua à bouger erratique, tournant en cercle comme un requin blessé se mordant la queue. MacDonald ordonna à l'Oanon de réduire la distance. Il voulait en être certain. Il voulait en finir. Le destroyer approcha à moins de 1000 yards. Les canonniers antiaériens, les hommes des pièces de 40 mm et 20 mm, entrèrent en action. Ces armes servaient normalement à abattre des chasseurs zéro rapide dans le ciel. Maintenant, elles crachaient des torrents de balles traçantes sur un cylindre d'acier lent et agonisant dans l'eau. Le Ro 34 était démonté pièce par pièce. Le canon de pont fut arraché de sa monture. Les périscopes réduits en ferraille. La coque criblée d'impact. Et pourtant, il refusait de couler. Il y avait une ténacité sombre dans la marine impériale japonaise que les marins américains avaient appris à respecter et à craindre. La notion de reddition n'existait pas dans leur doctrine. Le Ro 34 brûlait, prenait l'eau, était surpassé en puissance de feu. Mais tant que son hélice tournait, il restait une menace. MacDonald décida d'en finir avec le marteau-pilon. Il ordonna une trajectoire de collision, non pas pour éperonner, mais pour passer directement au-dessus de la position du sous-marin une dernière fois. L'Oanon fonça vers l'épave en flammes. Lorsqu'il passait au-dessus, l'équipe arrière largua un pattern complet de charges de profondeur. Ces charges n'étaient pas destinées à un objectif immergé. Elles furent déposées presque directement sur la coque émergente. L'Oanon accéléra pour s'éloigner, se préparant à l'impact. L'océan derrière se souleva. Une explosion massive déchira la nuit. Un mur d'eau et de débris jaillit à des centaines de pieds dans les airs. Quand la mer retomba, l'écran radar était vide. Le sonar, silencieux. Le Ro 34 avait disparu. L'Oanon patrouilla la zone jusqu'à l'aube. Quand le soleil se leva au-dessus des îles Salomon, transformant l'eau grise en bleu éclatant, les preuves de la bataille remontèrent à la surface. De l'huile, une nappe irisée s'étendant sur des kilomètres. Des débris, morceaux de bois, isolants, équipements brisés. Aucun survivant. L'équipage de l'Oanon se rassembla sur le pont. Ils étaient épuisés. Leurs oreilles sonnaient encore des tirs. Leurs mains tremblaient sous l'effet de l'adrénaline retombée. Ils regardèrent l'océan vide. Puis ils regardèrent les casiers à provisions. Les bacs étaient à moitié vides. Les pommes de terre avaient disparu. Cela commença comme un murmure parmi l'équipage. Puis un ricanement. Puis le rire d'hommes qui viennent d'échapper à la mort. On a coulé avec des patates. On a coulé un sous-marin japonais avec une pomme de terre. Dit quelqu'un. Ce n'était pas techniquement vrai. Les obus de 5 pouces et les chars de profondeur avaient coulé le sous-marin. Les pommes de terre avaient seulement acheté les 10 secondes de confusion nécessaires pour survivre.
Mais en temps de guerre, la légende est souvent plus puissante que la réalité technique. Lorsque l'Oano rentra au port, l'histoire ne descendit pas simplement du navire, elle s'enfuit en courant. Il faut comprendre l'humeur des États-Unis en 1943. La guerre était brutale. Les actualités montraient des listes de morts, des cartes sombres, des hommes sérieux parlant de sacrifices. Le public avait désespérément besoin d'une victoire, pas seulement stratégique, mais humaine. Quelque chose qui montrait l'ingéniosité américaine. Quelque chose qui montrait que même lorsque vous n'avez plus de munitions, plus de chance, et que vous faites face à la mort, un gamin américain trouvera un moyen de gagner. L'histoire du sous-marin à la pomme de terre était de l'or pur. Les services du renseignement naval tentèrent d'étouffer l'affaire. Ils craignaient que cela donne une image d'incompétence des Japonais, rendant les marins américains trop confiants. Ou pire, que cela fasse passer la Navy pour négligente en envoyant des navires sans assez d'armes légères. Mais on ne peut pas arrêter une histoire pareille. Quand l'Oano arriva au chantier naval pour réparation, la presse était déjà au courant. Une agence de presse la relaya, puis une station de radio, puis les journaux. Un destroyer américain coule un sous-marin avec des pommes de terre. Criaient les gros titres. Les caricaturistes dessinèrent des marins lançant des pommes de terre comme des balles de baseball, explosant comme des grenades. Dans le Maine, les cultivateurs de pommes de terre devinrent fous. Ils envoyèrent un télégramme au navire. Ils voulaient payer un verre à l'équipage. Ils envoyèrent des cargaisons entières de pommes de terre au chantier naval. Une plaque commémorative fut créée. C'était devenu une blague, un remontant moral, une anecdote amusante dans une guerre terrible. Mais pour les hommes qui se trouvaient sur ce pont sombre en avril, ce n'était jamais une blague. Des années plus tard, le commandant MacDonald donnerait des interviews. Il souriait poliment quand on lui parlait des pommes de terre. Il hochait la tête lorsque les gens riaient. Mais ses yeux racontaient une autre histoire. Il se souvenait de l'odeur de la peur. Il se souvenait du bruit des bottes japonaises résonnant sur le pont métallique à quelques mètres de lui. Il se souvenait avoir croisé le regard des marins ennemis et avoir compris qu'ils allaient tous mourir dans une boule de feu et de métal tordu. La pomme de terre n'était pas une plaisanterie. C'était un acte primal, désespéré, de survie. C'était la pierre qu'un homme des cavernes jetait contre un prédateur. Et cela avait fonctionné. Mais l'histoire de l'USS Oano ne s'arrêtait pas aux pommes de terre. En réalité, ce n'était que le prologue, car on n'obtient pas un surnom comme le haut chanceux juste pour une nuit étrange dans les Salomon. Le navire semblait béni ou peut-être maudit, condamné à tout voir et à tout survivre. Après l'incident du Roe 34, le Oano resta en première ligne. La plupart des navires auraient été retirés du front. Ils auraient subi des dommages, seraient allés à Pearl Harbor pendant des mois et auraient échappé aux pires campagnes. Pas le Oano. Il monta vers le nord, alors que la machine de guerre américaine sautait d'île en île, resserrant les taux autour de l'Empire japonais. Le Oano était la pointe de la lance. Il combattit lors de la bataille du golfe de Kula en juillet 1943. Une autre bataille nocturne. Un autre cauchemar dans l'obscurité. Les Japonais avaient débarqué des renforts. La task force américaine les intercepta. Les combats furent confus, violents, à très courte portée. Le croiseur USS Helena, un navire massif, fut touché par 3 torpilles. Il se brisa en 2 et coula en 20 minutes. Le Oano était là. Il tira ses canons jusqu'à ce que les tubes deviennent rouges. Il esquiva des torpilles qui passèrent si près que l'équipage pouvait entendre les hélices bourdonner sous l'eau. Quand la fumée se dissipa, le Oano était intact. Puis vint la bataille de Vella Lavella en octobre 1943. Les Japonais tentaient d'évacuer leurs troupes. Le Oano mena une force de destroyers pour les arrêter. Ce fut un combat brutal, des navires en flammes, se percutant, coulant. Le destroyer USS Chevalier, qui naviguait juste à côté du Oano, fut touché par une torpille à l'étrave. L'explosion arracha toute la proue. Le Chevalier perdit le contrôle et coupa droit vers la trajectoire du Oano. La collision était inévitable. Le Oano s'écrasa contre le flanc du navire agonisant. L'acier grinça contre l'acier. Des hommes furent projetés hors de leur couchette. L'étrave du Oano fut écrasée. Il resta accroché au navire en perdition, un poids mort qui le tirait vers le fond. Pendant 20 minutes, les 2 navires dérivèrent ensemble, en flammes, tandis que les avions japonais bourdonnaient au-dessus et que des destroyers ennemis tiraient sur eux. L'équipage du Oano ne paniqua pas. Ils mirent leurs embarcations à la mer. Ils n'abandonnèrent pas leur navire. Ils montèrent à bord du Chevalier. Ils sauvèrent les survivants de leur navire frère, tirant des hommes blessés hors de l'huile et du feu, les passant à travers l'enchevêtrement de métal tordu. Finalement, ils parvinrent à se dégager.
Le Oanon repartit au ralenti, son nez écrasé, transportant des centaines de survivants. Il regagna le port. Les ouvriers du chantier naval regardèrent les dégâts et secouèrent la tête. « Comment ce navire flotte-t-il encore » demandèrent-ils. L'équipage se contenta de pointer le numéro de coque 450. Au chanceux. On le répara, on lui souda une nouvelle proue et on le renvoya au combat. Car la guerre empirait. Les Américains approchaient de l'anneau intérieur des défenses japonaises, les Marshall, les Philippines, Iwo Jima. Et soudain, la menace ne se limita plus aux sous-marins et aux destroyers. La menace changeait. Les Japonais devenaient désespérés. La logique de survie était remplacée par la logique du sacrifice. Les kamikazes arrivaient. Et le Oanon, le navire qui avait survécu à un duel avec un sous-marin grâce à des pommes de terre, allait affronter une tempête d'acier tombant du ciel. C'est ici que la légende passe du chanceux au miraculeux. En 1944, le Pacifique était rempli de la plus grande armada de l'histoire. Porte-avions, cuirassés, croiseurs et des centaines de destroyers. Le Oanon faisait partie de l'écran de protection des porte-avions. Son rôle, se tenir entre eux et l'ennemi. Être le bouclier. La technologie radar s'était améliorée. Le Oanon était équipé d'un centre d'information de combat, une salle sombre remplie d'écrans lumineux et de communications radio. L'équipage écoutait les voix des pilotes au-dessus. Ils entendaient les appels frénétiques. « Talio, bandit à midi !» Ils voyaient le ciel se remplir d'éclats noirs de la DCA. Quand un assaut kamikaze commence, on dirait la colère de Dieu. Le ciel pleut des avions. Ils ne lâchent pas des bombes avant de s'enfuir. Ils deviennent les bombes. Ils plongent à vitesse terminale, hurlant, moteur à plein régime, visant la passerelle, les cheminées, les soutes à munitions. Se défendre contre un kamikaze est un problème mathématique sans aucune marge d'erreur. Un avion à 300 000 par heure parcourt un mile en 12 secondes. Vous avez 12 secondes pour l'identifier, le suivre, viser, tirer, l'anéantir. Si vous le touchez seulement, il vous percute quand même. Si vous lui arrachez une aile, il virevolte et vous écrase. Il faut le vaporiser en plein ciel. Les artilleurs du Oanon étaient parmi les meilleurs de la flotte. Ils tiraient depuis 1942. Ils ne bronchaient pas. Jour après jour, au large des Philippines, le Oanon dansait avec la mort. Des avions s'écrasaient à 50 mètres de bâbord, 100 mètres de tribord. Des éclats retombaient comme de la grêle. Mais le navire ne fut jamais touché directement. L'équipage commença à croire à son invincibilité, à croire que le navire avait une âme, qu'il refusait de mourir. Une histoire circule à propos de l'invasion des Philippines. Le Oanon opérait près des côtes, fournissant un appui-feu aux troupes. Une batterie japonaise dissimulée dans une grotte ouvrit le feu. De gros obus sifflèrent. Des gerbes d'eau explosèrent autour du navire. Le capitaine ordonna des manœuvres d'évasion. Gauche, droite, accélérer, ralentir. Les obus se rapprochaient. L'un tomba si près qu'il éclaboussa la passerelle mais n'explosa pas. Un autre passa entre les deux cheminées sans toucher un câble. Le Oanon riposta. 5 salves. La grotte s'effondra. La batterie fut réduite au silence. Le Oanon continua. Mais la chance est un fardeau lourd. Car si le navire survit, les hommes à bord voient le prix de cette survie. En 1945, l'équipage du Oanon avait vu plus d'horreur que quiconque ne devrait jamais voir. Ils avaient vu l'océan brûler. Ils avaient vu des navires amis disparaître en éclairs de lumière. Ils avaient enterré leurs propres camarades en mer. Ils étaient épuisés, d'une fatigue qui ne se soigne pas par le sommeil. Mais il restait un dernier acte, une dernière poussée vers le cœur de l'Empire, Okinawa. Si les Salomon étaient l'enfer, Okinawa était l'apocalypse. Les Japonais avaient rassemblé tout ce qui leur restait, milliers d'avions, bateaux suicides, torpilles humaines. Le Oanon fut envoyé sur la Radar Piquet Line, la ligne de piquet radar. C'était la fonction la plus dangereuse de la marine. Les destroyers de piquet étaient positionnés à des kilomètres de la flotte principale, seuls pour servir de station d'alerte radar. Ils étaient l'appât. Lorsque les vagues de kamikazes arrivaient du Japon, ils voyaient les destroyers de piquet en premier et les attaquaient en premier. Être sur une station de piquet radar à Okinawa, c'était une condamnation à mort. Les navires étaient coulés quotidiennement. Des destroyers étaient brisés en deux, pulvérisés, submergés par des essaims de 20 ou 30 avions à la fois. Le Oanon prit son poste, station de piquet numéro 9. L'équipage vérifia ses gilets de sauvetage. Ils vérifièrent les radeaux. Ils vérifièrent les munitions. Et ils attendirent. Ils pensaient aux pommes de terre. Ils pensaient aux sous-marins. Cela leur semblait appartenir à une autre vie.
Une histoire amusante d'une guerre plus simple. À présent, il n'y avait plus de pommes de terre. Seulement le ciel et les points noirs inévitables apparaissant à l'horizon. Mais le Hoanon avait encore une surprise à offrir à l'histoire. Il n'allait pas seulement survivre à Okinawa. Il allait devenir le navire le plus décoré à avoir traversé cet enfer. Et il le ferait sans subir un seul coup fatal. Comment? Certains disent que c'était grâce au capitaine. D'autres à cause des opérateurs radars. D'autres encore parlent de pure chance, brute et aveugle. Mais les marins du pont 450 savaient mieux que ça. Ils savaient que le navire veillait sur eux. Laissez-moi vous raconter le jour où la chance fut mise à l'épreuve comme jamais. Le jour où le ciel devint noir. Les stations de piquet radar à Okinawa n'étaient pas des champs de bataille. C'étaient des abattoirs. La marine les appelait piquets. Les marins les appelaient cibles flottantes. Le Hoanon était assis en plein milieu d'un typhon d'acier. Chaque jour, l'écran radar se remplissait des fantômes de l'Empire. Des centaines d'avions privés de trains d'atterrissage, chargés d'explosifs, pilotés par des hommes qui avaient déjà écrit leurs dernières lettres. D'autres navires sur la ligne de piquet mouraient. Le USS Bush, le USS Kowloon, le USS Manner el-Bell, brisés, brûlants, coulant sous des vagues d'attaques suicides. Mais le Hoanon refusait de mourir. Les canonniers du pont 450 ne se battaient plus pour la victoire. Ils se battaient pour l'homme debout à côté d'eux. Les tubes des canons Beaufort de 40 mm étaient si chauds qu'ils faisaient cloquer la peinture. Le pont était recouvert d'un tapis d'étui de douille vide. Il y eut un moment, à la fin du mois de mai 1945, qui définit l'âme du navire. Un groupe de kamikazes perça la patrouille aérienne de combat. Ils plongèrent sur le Hoanon depuis 3 directions différentes. Le capitaine ordonna un virage brutal. Le navire s'inclina, les hélices fouettant l'eau. Les canonniers suivirent les cibles. Le premier avion fut touché par un obus de 5 pouces. Il se désintégra en plein vol, une pluie de feu et d'aluminium tombant innocemment dans la mer. Le second arriva en rase-motte, rasant les vagues, cherchant à frapper la ligne de flottaison. Les canons Oerlikon de 20 mm lui arrachèrent l'aile. Il vira, rebondit sur l'eau comme un galet et explosa à 50 yards de la coque. L'onde de choc fit trembler tout le navire, mais la coque tint bon. Le troisième plongea verticalement. Les canons ne pouvaient pas s'élever assez vite. Les hommes sur la passerelle levèrent les yeux et virent l'hélice tournoyer, la bombe fixée au ventre. C'était la fin. La chance était terminée. Mais alors l'avion frémit. Il manqua sa cible. Il s'écrasa dans l'eau juste à tribord. Il était si proche que l'eau aspergea le pont. Si proche que les hommes sentirent la chaleur du moteur. Mais il avait raté. Le Hoanon traversa la fumée sans une égratignure. Quand les canons se turent en août 1945, l'USS Hoanon avait accompli l'impossible. Il avait remporté 17 étoiles de bataille. Il avait reçu la présidentielle Unicitation. Il avait navigué des Salomon jusqu'à la baie de Tokyo. Il avait tiré des milliers de tonnes de munitions. Il avait coulé un sous-marin. Il avait affronté des cuirassés. Il avait survécu aux typhons et aux avions suicides. Et surtout, il n'avait jamais perdu un seul homme à cause de l'ennemi. Pas un seul. Dans une guerre qui avait consumé 60 millions de vies. Le Hoanon avait ramené ses garçons à la maison. Quand le navire entra dans la baie de Tokyo pour la reddition formelle du Japon, il se trouvait aux côtés des puissants cuirassés USS Missouri et USS Iowa. Le Hoanon paraissait petit à côté d'eux. Sa peinture était passée. Sa coque cabossée. Il ressemblait à un boxeur épuisé après 15 rounds. Mais c'était le seul navire que les autres marins voulaient voir. Ils le montraient du doigt. Le haut chanceux. Le navire qui ne pouvait pas couler. Et l'histoire des pommes de terre n'avait pas disparu. Elle avait grandi. Quand la guerre prit fin, l'histoire arriva jusqu'aux terres agricoles du Maine. L'association des producteurs de pommes de terre du Maine apprit qu'un destroyer avait utilisé leur récolte comme arme de guerre. Ils en furent si fiers qu'ils firent fabriquer une plaque en bronze. Ils l'envoyaient au navire. On pouvait lire aux officiers et à l'équipage de l'USS Hoanon pour leur ingéniosité dans l'utilisation de notre produit, afin de vaincre le sous-marin japonais Ho-34. Elle fut fixée près du mess, un rappel permanent que, dans le moment le plus sombre, quand la technologie échoua, la détermination américaine et quelques légumes féculents avaient sauvé la situation. Le Hoanon continua de servir. Il se battit pendant la guerre de Corée. Il se battit au Vietnam. Il navigua près de 30 ans. Mais tous les navires, même les chanceux, rencontrent un jour leur fin. En 1970, le Hoanon fut désarmé, vendu pour être démantelé.
Les chalumeaux découpèrent l'acier qui avait détourné les obus japonais. Le métal fut fondu et recyclé. Aujourd'hui, il n'y a plus d'USS Oanon sillonnant les mers. Le navire physique a disparu. Mais l'histoire ne s'écrit pas dans l'acier. Elle s'écrit dans la mémoire. L'Euro 34 repose au fond du Pacifique, une tombe rouillée dans l'obscurité. Les hommes qui avaient lancé les pommes de terre sont partis eux aussi, reposant à Arlington ou dans de petits cimetières à travers l'Amérique. Mais la leçon du Oanon reste vivante. La guerre est terrible, une machine industrielle de massacre. Mais à l'intérieur de cette machine, il y a des êtres humains, des hommes qui ont peur, des hommes qui se trompent, et des hommes qui, face à une mort certaine, prennent une pomme de terre et la lancent sur un sous-marin, parce qu'ils refusent d'abandonner. Ça paraît drôle, ça ressemble à une histoire de bar, mais c'est l'histoire la plus humaine de toute la guerre. Elle nous rappelle que le courage ne consiste pas à posséder la plus grande arme. Le courage, c'est ce que vous faites quand votre âme s'en raie. Est-ce que vous vous figez, ou est-ce que vous plongez la main dans une poubelle et continuez à vous battre? L'équipage de l'USS Oanon ne s'est pas figé, et c'est pour cela qu'ils sont devenus immortels. Si vous voulez découvrir d'autres histoires que les livres d'histoire ont laissées de côté, vous êtes au bon endroit. Voici les pages perdues de la Seconde Guerre mondiale. Nous ne vous donnons pas seulement des dates et des cartes. Nous fouillons les archives pour retrouver ces instants qui coupent le souffle. Des récits de chance, de peur et d'hommes ordinaires face à des probabilités impossibles. Si l'histoire du sous-marin à la pomme de terre vous a impressionné, faites-moi plaisir. Cliquez sur s'abonner immédiatement. Ne vous contentez pas de regarder. Rejoignez l'escouade. Découvrez nos autres vidéos où nous révélons les secrets de l'armée fantôme. Des pilotes qui volaient sans moteur. Et des soldats qui continuaient à se battre après s'être rendus. Les pages sont perdues, mais nous les retrouvons une par une. On se voit au prochain briefing.